Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Alexandre Fulvy. Je vous entends déjà dire non, je pense qu'on ne le connaît pas. Et en plus, quel est ce nom, Fulvy? Tout d'abord, on va tout vous expliquer. Bonjour Alexandre. Salut. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire qui est inhabituel. Si vous écoutez l'émission vraiment dès sa mise en ligne, nous sommes vendredi le 31 mars et l'anniversaire d'Alexandre, c'est justement le 31 mars. Alors, bonne fête, Alexandre. Merci bien, Martin. Merci bien. Ça te fait quel âge, sans indiscrétion? 31 ans. 31 ans le 31 mars. Donc, ce serait comme on dit, là, ceux qui se croient aux superstitions, c'est ton année chanceuse? Apparemment. C'est ce qu'on va voir. Les dernières n'étaient pas si pires, donc je suis assez confiant pour la prochaine. Pour la continuation des choses. Exactement. D'accord. Comme je le disais, Fulvy, ça vient de où? Peux-tu nous expliquer un peu tes origines? En fait, même moi, j'ai pas tous les détails. Ça vient d'Italie, ça je peux le dire. Je sais qu'on est très peu de Fulvy, ne serait-ce qu'au Canada. Je pense qu'il y a 3 Fulvy en ce moment au Canada. Il y en a un quatrième. Il y a un petit Fulvy inconnu qui se trouve à quelque part au Québec. Mais sinon, c'est ma petite famille, donc les Fulvy au Québec. En fait, c'est ça vient d'Italie. C'est un petit village, on me dit du centre-nord. Je saurais malheureusement pas dire exactement l'emplacement géographique. Mais donc voilà, petit village central d'Italie. Mais c'est mes grands-parents paternels qui auraient émigré ici suite à la Deuxième Guerre mondiale. OK, donc toi, tu es né ici, ton père aussi? Exactement. OK. Moi, je suis un bel exemple d'assimilation complète. C'est-à-dire que mes grands-parents parlaient exclusivement l'italien. Mon père parlait un petit peu l'italien quand il était plus jeune. Mon père et ses soeurs et ses frères parlaient l'italien. Et le français, puis moi, malheureusement, j'ai tout perdu de la culture et de la langue. Oui, parce que de toute façon, ça s'entend que tu n'as aucun accent. Absolument. Je sais aucunement parler italien. Je mange des pâtes le jour de Noël, et puis c'est tout ce qui est resté. Le jour de Noël. Exactement. Mais, par contre, quand les gens qui ont la chance de voir te regardent, ils disent que tu as des airs de méditerranéen, Apparemment, je suis pas nécessairement convaincu. Je pense que je suis un petit peu ambigu. On me confond aussi souvent pour un latino, pour un amérindien. Et c'est absolument pas le cas, là. Ton père absolument est italien, pas, ta mère est québécoise. Exact. Et voilà, ça a donné le mélange que tu vois présentement. Que je vois, que je vois un peu un peu, pas beaucoup. Mais. Donc, tu es né à Montréal, Alexandre? Exactement. OK. Dans Tétroville? Oui, ben, je suis pas né malheureusement à Tétroville. Okay. J'aurais aimé, mais non, en fait, je pense que je suis né à Repentigny. Mais Okay. j'ai grandi et j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Tétroville. L'appellation officielle, c'est Mercier-S, qui est maintenant fusionné avec Hochelaga-Maisonneuve. Et là, c'est ça, là, tu es là en ce moment. Mais là, tu habites là en ce moment. Oui, j'y vis toujours. Et notre invité de la semaine dernière, qui était Maxime Vallée, était là. Je suis allé faire l'entrevue à Tétroville. Ça faisait des années que j'étais pas allé là. Et tu me disais que c'était pas loin de chez vous, en plus. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas beaucoup de commentaires, bon. Que ce soit positif ou négatif, là. Ça avait l'air quand même assez tranquille. Là, je peux pas dire que j'ai eu peur de marcher à Tétroville, même s'il était tard le soir. Je pense que c'est ce que ça l'évoque, Tétroville. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est un petit coin tranquille et tout. C'est très, très plaisant y vivre. Mais au final, malheureusement, pas beaucoup de services et autres de notables. Et donc, tu es allé à l'école à Tétroville? Oui. École primaire Armand-Lavergne. Et toi, quand tu étais jeune, Alexandre, moi, je fais souvent des blagues. Là, je te dis que tu devais être un enfant tannant. Là, je te laisse l'occasion. Là, ça va être la version prise devant ce micro qui va être la version officielle. Quel genre d'enfant étais-tu quand tu étais petit? J'étais totalement sage. Je suis quelqu'un qui est assez introverti dans la vie, donc j'étais beaucoup tranquille dans mon coin. Je réussissais quand même assez bien à l'école. Ce que je te répète depuis souvent quand tu me taquines. Alors que je suis pas mal sûr que c'est le contraire et que c'est toi qui étais, disons ça, un petit bout en train. Quelqu'un qui aimait attirer l'attention et... Mais non, moi j'étais très, très tranquille, très sage.
On a de ta par ma mère nature. en ligne. On va Confirmé. Non. Mais quand tu étais petit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire quand tu allais être grand? Absolument pas. Ça Absolument. a toujours été une belle question que je me posais. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs. On va sûrement en venir, mais c'est un heureux hasard pour moi, toute cette histoire de médias substituts. J'ai fait un petit oubli dans l'introduction, c'est que Alexandre, c'est notre premier invité qui n'est pas non-voyant, hein, qui a un lien avec la non-voyance, mais qui n'est pas non-voyant du tout. Hein. Ça, j'avais oublié de le préciser. J'avais annoncé au début que ça allait arriver de temps en temps que j'allais avoir un invité qui est en lien avec la déficience visuelle, mais qui n'est pas aveugle. Donc, Alexandre, c'est toi le premier qui brise la glace. J'en suis bien heureux. Quand tu es arrivé au secondaire, donc, tu n'avais pas encore là d'idée de ce que tu voulais faire? Non, malheureusement pas. Je trouve souvent dans la société, je pense qu'on met beaucoup de pression sur les gens à savoir assez tôt dans leur vie ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont la vocation des fois, c'est très bien pour eux, qui permettent assez rapidement de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Mais il y en a d'autres comme moi, puis mon parcours m'a fait rencontrer d'autres personnes aussi qui montrent que je pense que c'est pas tout le monde. Hein. C'est des gros choix difficiles à faire. Je pense souvent quand on est intéressé par plusieurs choses aussi, c'est peut-être plus difficile de focusser sur un centre d'intérêt, disons. Et c'était ton cas, tu étais intéressé par plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui t'attiraient, mais tu n'arrivais pas à faire un choix, c'est ça? Oui, j'ai toujours eu une très grande curiosité intellectuelle sur plusieurs domaines. Ceci étant dit, il n'y a rien qui techniquement, je me voyais mal faire ma vie, passer ma vie en quelque part. J'avais pas une passion assez définie, disons, pour me lancer dans une carrière de 20-30 ans dans un domaine, disons. Là. Puis toi, Alexandre, tu as une sœur Exact, qui est plus vieille que toi un peu. exact. Et elle, si je ne me trompe pas, elle est enseignante Elle est enseignante de mathématiques. de mathématiques. Oui. Et est-ce que ça t'a tenté à un moment donné d'être professeur, de suivre les pas de ta grande sœur? Ou... Ben, l'horaire est très tentant quand on la voit aller 2-3 mois de vacances par année, qui sont beaucoup méritées, il faut le dire. Là. Ils font beaucoup d'heures de travail durant les sessions, donc je pense que le c'est le punch un peu là, ce qui est vendeur. Mais non, sinon, je pense qu'un peu comme infirmière, médecin et tout, c'est des métiers qui sont beaucoup à vocation. Là. Je pense qu'il faut avoir la flamme pour pouvoir faire ces métiers-là. C'était pas ta, Ce que non, ce c'était que pas ton je n'ai cas. pas, malheureusement. Et là, tu as fait quoi, du cégep après ton secondaire? Exactement, je me suis lancé en technique de la documentation Et pour devenir bibliothécaire. OK. Qui est quand même toujours. Moi, j'ai toujours eu un intérêt prononcé quand même pour les mots, la lecture et tout. Donc voilà, malheureusement, j'ai abandonné pour des raisons qui sont encore floues. Je me le demande encore moi-même des fois. Mais puis par la suite, j'ai fait sciences humaines, profil société. Puis là, je me suis lancé dans des études qui étaient vraiment diversifiées. D'où ce qui était super intéressant. J'ai appris plein de trucs, mais au final, bon, je me suis pas retrouvé nécessairement avec une direction professionnelle vraiment définie. Là. Ce qui t'a mené à finir quand même ton cégep en... C'était quoi, tu m'as dit? En... J'ai commencé en Ouais. sciences humaines. Par la suite, j'ai fait une AEC, attestation d'études collégiales, Ok. en environnement, gestion environnementale. Et puis au travers de là, j'ai été pas mal intéressé par la discipline de sciences de l'environnement, ce qui fait que j'ai continué à l'université un bac et une maîtrise. Et là, ça fait quoi, ça, un bac, une maîtrise en sciences de l'environnement? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, les sciences de l'environnement, c'est la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Ce qui veut dire qu'on touche vraiment à plusieurs sujets, plusieurs disciplines scientifiques, tant sociales que sciences plus dures, pures qu'on appelle, comme biologie, géologie, écologie, des trucs comme ça. Et puis, dans le fond, les sciences de l'environnement, c'est de créer des interrelations entre toutes ces disciplines-là pour pouvoir voir les problématiques sous un angle vraiment global, comme avoir une macro-vision de ces choses-là. Ce qui est très intéressant sur papier, c'est très intéressant à faire comme étude. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Mais après ça, professionnellement, il y a quelques débouchés dans beaucoup des organismes communautaires. J'ai fait un peu de communautaire dans ma vie, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu ingrat. J'ai trouvé ça difficile dans le milieu de l'environnement. Ce qui fait que, suite à mes études, j'ai eu un petit peu de misère à me placer. Mais quand tu faisais du travail dans le milieu communautaire, ça ressemblait à quoi? Ce que tu faisais comme... Beaucoup de sensibilisation. Je pense que les organismes communautaires, d'abord et avant tout, ils font un gros travail, de par la proximité qu'ils ont avec la communauté, justement, ils font un gros travail de sensibilisation. J'aurais le goût même peut-être de faire un parallèle un peu avec le milieu peut-être associatif non-voyant, de parce que tu m'en as parlé à tout le moins.
il semble avoir quand même des enjeux similaires, là. C'est-à-dire qu'on est très proche des citoyens. C'est quand même c'est difficile de sensibiliser. Les gens sont réceptifs à la base, mais pour apporter un changement profond et concret, je trouve que c'est très difficile. Et puis j'ai mes doutes des fois par rapport à ce qui était atteint, disons, là. Et puis, parce que dans ta formation comme telle à l'université, tu me disais que c'était pas vraiment ça, là. C'était pas vraiment de sensibiliser la population, nous, là, en tant que simples citoyens, à l'environnement, puis au recyclage, puis tout ça, là. C'était au-dessus de ça un peu, là. Oui, mais c'était plus l'aspect scientifique qui était présenté à l'université. Mais au cégep, c'est un petit peu plus l'aspect organisationnel citoyen, peut-être, comme on en parlait, qui était mis de l'avant, là. Donc ça, c'est intéressant quand même. J'ai pu voir un peu des deux. Parce que vous aurez deviné qu'Alex et moi, on travaille ensemble chez Point par Point. Donc, des fois, le midi, hein, on a le temps de jaser. Et puis, quand tu me disais ça, environnement, moi, je suis pas un grand passionné de l'environnement. J'essaye de faire ma part, comme peut-être, je dirais, je sais pas si on peut dire à peu près tout le monde. Est-ce que, tu disais, les gens, c'est difficile des fois d'aller chercher ce qui, vraiment fondamentalement, ce qu'ils devraient faire pour que ça fasse vraiment un changement. Parce que je pense, comme tu viens de le dire, à la base, personne n'est contre la vertu. C'est C'est ça. sûr que si tu approches quelqu'un en lui demandant est-ce que les enjeux environnementaux, c'est quelque chose qui vous concerne, tout le monde va dire oui. On peut voir ça dans les élections notamment. Souvent, les sondages ils rapportent que c'est des enjeux prioritaires pour les citoyens, que les politiciens amènent des thématiques environnementales. Mais à partir de là, ça se concrétise très, très rarement dans le vote, je pense. Donc c'est sûr que quand on pose la question, les gens... Puis c'est pas de mauvaise foi, je pense pas qu'ils mentent. Les gens sont plus portés, c'est sûr. Oui, tout le monde est pour l'environnement, bien sûr. Là. On se pose pas la question. Mais à partir de là, quand il faut faire des démarches concrètes dans sa vie pour réduire sa consommation, bon, pour réutiliser ses produits, les récupérer, ainsi de suite, je pense que c'est plus problématique. Puis c'est là que les gens font pas le pas supplémentaire, malheureusement. Et combien de temps tu as fait ça dans des organismes, du travail? C'était du travail étudiant que j'ai fait ça. Ok. Donc 2-3 étés dans un écoquartier. J'ai fait des stages, regroupement des écoquartiers. À vélo, puis tout ça? Là? Exactement, Ok. patrouiller, faire des kiosques, arrêter les citoyens. On avait des mandats bien précis qui étaient payés par la ville de Montréal. C'est la ville qui dictait un petit peu les mandats qu'on devait pousser, disons. Puis à partir de là, on sillonnait les rues, puis on abordait les citoyens sur ces thématiques-là. Mais là, je vais peut-être tomber dans le genre de questions que tu voulais pas que je tombe, là, mais je peux pas m'en empêcher. Je t'écoute. Mais tu disais au début que tu étais introverti, mais faire ça, ça devait te demander quand même beaucoup de... faut être sociable, faut... Non, je pense que c'est différent être sociable puis être, Ouais. je dirais plus professionnel, être capable de s'exprimer et tout, ces deux choses sont différentes. Mais faut quand aller même. vers les gens, Parce tu que- sais, tu peux pas être comme dans ton coin. Non, mais ça aussi, je te cacherai pas que personnellement, j'avais pas nécessairement non plus. Ce qui fait que j'ai pas nécessairement évolué Persister. dans le communautaire exactement, c'est que c'est beaucoup des gens extravertis qui sont là. Puis à la limite, faut être plus vendeur, je crois, et plus charismatique que d'avoir le background scientifique puis la connaissance brute, appelons ça de même, là. OK. Ce qui fait que je pense que c'est des gens beaucoup qu'on retrouve dans ces milieux-là c'est des passionnés. C'est des passionnés puis qui ont le charisme, puis justement, c'est beaucoup plus entreprenant que. Je pense pas que je faisais une mauvaise job. Mais c'est sûr que j'avais pas ce coche-là de plus qui. OK. C'était pas comme en toi, là, vraiment, Exactement. de faire ta vie là-dedans. Et tu me disais, là, ça, c'est toujours à Montréal que tu as fait ça? Exactement. Tu me disais, à un moment donné, tu avais fait un emploi, je pense, pas à Toronto, mais Gatineau à Hall. Gatineau Hall, Exact. oui. Dans la fonction publique canadienne. Ça, c'était-tu dans le cadre des études aussi? Oui, c'était un stage professionnel. Ça, malheureusement, je suis un petit peu mal tombé parce que c'était. Moi, j'étais à l'ACDI, qu'on appelait, l'Agence canadienne de développement international, mais malheureusement, c'était durant les années Harper qui a beaucoup coupé dans ces organismes-là. Puis ça l'a donné que. Pardon. Ça l'a donné d'ailleurs que durant que je faisais mon stage, l'organisme a été aboli. Puis Complètement aboli. Il a été complètement aboli, puis il avait été amalgamé avec le ministère des Affaires étrangères, du Développement et du Commerce. Ce qui fait que c'est un petit peu dichotomique, là, parce que je pense que les enjeux environnementaux vont pas toujours de pair avec le commerce et le développement du commerce. Là. Donc je pense que c'est une façon un peu détournée de changer les mandats de l'organisme pour qu'il soit plus axé vers une fonction capitaliste, je pense, puis de développement économique. Là. Ce qui est pas mal en soi. Mais bon. Ça, c'était autour de quelle année, ça?
Oh, ça, je suis pas très bon pour les années. Ça doit faire 4-5 ans, je dirais ça. Ça, c'est une autre question Ouais, non, piège, ça, hein, parce ça. que Alexandre, si on lui demande ça fait combien d'années qu'il travaille chez Point par Point, une journée, ça peut être 6 mois, le lendemain, ça peut être 4 ans. Ouais, ça. Ben, Ça, c'est pas méchant, là. Non, non, non. Mais là, ça fait combien de temps que tu es chez Point par Point? C'est une très bonne question. J'aurais 3 ans, tu le sais probablement plus que moi. J'aurais dit 3 ans. Il me semble que c'est en 2014, hein? Ça doit faire 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ah, je suis Ouais. pas pire. Je suis pas pire. Tu me disais, par contre, on va s'éloigner un petit peu de l'environnement, mais peut-être pas tant. Tu t'es occupé des cafés étudiants aussi. Oui, j'étais gérant d'un café étudiant. Ça, Encore là. c'était à l'UQAM. Exactement. Ok. UQAM, les pavillons sciences à la Place des Arts. J'ai beaucoup appris là. C'était très difficile, honnêtement, parce que les cafés étudiants à l'UQAM, ils essaient beaucoup d'être participatifs puis engager justement les étudiants. Mais il y avait, comment dire, les gérants étaient là, c'est des gérants annuels d'année en année, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pérennité dans la fonction puis dans la façon que les choses étaient gérées. C'était à refaire chaque année et tout. Ce qui fait que Ça nous... partait comme un peu de zéro. Exactement, exactement. Ce qui fait que c'était très difficile d'arriver là-dedans et puis d'évoluer au Malgré travers le de ces fait que l'équipe était quasiment à rebâtir, c'était quand même difficile d'arriver. En fin de l'année, moi en plus, mon mandat il a été coupé par la grève étudiante. Donc j'en ai fait un petit peu moins, mais après quelques mois, on commence à peine à se sentir à l'aise et puis c'est là qu'il faut passer déjà au prochain gérant la gestion des choses. Là. Déjà de changer aussitôt que... Exactement. Et là, tu as fait ça combien de temps? 1 an? Une année, ouais. Une J'ai année. travaillé 3-4 ans à ce café étudiant-là quand même. Il y a un moment que je cumulais plusieurs emplois en même temps au cours de l'année. Là. Je travaillais dans l'écoquartier l'été, je travaillais au café étudiant durant l'année. J'avais des petits contrats de e-text, justement, ma porte d'entrée dans les médias substituts. Oui, on va y revenir. Mais comme dans les cafés, c'était quoi? C'était-tu comme des heures que vous faisiez comme quand vous étiez disponible? Quand vous aviez Nous, pas c'était des chiffres de 4 heures, dans le OK. fond. Ce qui faisait que chaque étudiant devait seulement faire 4 heures par semaine. Ah, par semaine? Exactement. Ça, c'était pour permettre à la plus grande possibilité d'étudiants d'avoir un emploi puis d'avoir un petit gagne-pain. Là. OK, c'est qu'en plus, il y avait comme un grand roulement de... Oui, mais ce qui fait que je pense que ça l'a pas aidé nécessairement au café étudiant au long terme. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la tragédie des communes. Ce qui fait que quand il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'un bien, ça déresponsabilise un petit peu tout le monde, disons. Là. Ce qui fait que souvent, bon, la personne du matin qui travaillait 4 heures de temps, des fois, ça faisait pas une tâche. C'est pas elle le lendemain qui avait à la rattraper, elle travaillait juste la semaine d'après. C'est ça. Donc tout le monde a repoussé un petit peu de l'avant des fois. Moi-même, j'ai dû le faire à l'occasion. Là. Et là, tu disais, ta porte d'entrée aux médias substituts. Ça s'est fait comment? Moi, j'aimerais ça le savoir parce que tu me l'as sûrement dit, mais Moi, en fait, j'ai rencontré quelqu'un à l'université, qui est maintenant un bon ami quand même. Je le connaissais pas vraiment dans ce temps-là et tout. Il m'a simplement parlé d'un emploi que je pouvais faire à domicile. J'ai su assez tôt, honnêtement, que c'était de la production de littérature pour non-voyants. Mais honnêtement, jusqu'à ce que j'arrive vraiment dans les bureaux de point par point, c'était vraiment flou dans ma tête. Ce qui fait... il faut que je te pose la question tout de suite. T'avais jamais été face à face avec des non-voyants? Est-ce que Non, t'avais-tu... j'avais jamais côtoyé. C'est sûr, évidemment, on en voit... tout le monde, on voit des non-voyants, mais on en aperçoit de façon relativement quotidienne. C'est sûr que je pense, comme tout le monde... je pense que chaque voyant a quand même un petit travail de réflexion quand il voit un non-voyant. C'est sûr que très rapidement, il se dit « Ah mon Dieu, ça doit être une façon spéciale de vivre, disons. » là. C'est sûr que on se dit tous « Mon Dieu, c'est quoi vivre sans la vision? » On a une certaine démarche par rapport à ça, mais c'est de très courte durée, je pense. Là. Ce qui fait qu'à toute fin pratique, je pense pas que j'avais vraiment de... Tu n'avais jamais eu l'occasion de réfléchir, là, outre... Exactement. OK. Donc là, ton ami te parle d'un travail que tu peux faire chez toi. Exact. Et Ça de la m'apparaît... littérature pour non-voyants. Exactement. Des livres scolaires. Donc moi, ça m'apparaissait même un petit peu louche, je vous cacherai pas au départ. Quand quelqu'un que tu connais plus ou moins t'offre de l'argent facile à faire à la maison, bon, ça fait un peu l'annonce arnaque dans les journaux. Là. Payer 500$. Exactement, exactement. Donc, mais je me suis essayé quand même. J'avais besoin d'un petit peu de sous, puis ça m'apparaissait attrayant. Donc voilà, il m'a fait entrer. Je suis venu ici dans les bureaux de point par point. J'ai reçu une formation. On m'a donné un petit guide qui était super bien fait. Donc ça, à la maison, je pouvais faire tranquillement, apprendre un peu par moi-même, avec le support de point par point, comment faire du e-text. C'est ça. On parle du e-text, qui en français, c'est du texte électronique.
Exactement. OK. Moi, je pense, dire version accessible. Beaucoup qu'on appelait ça. Avant, moi, j'ai appris ça en e-text, mais je trouve que ça fait obscur e-text. Ça fait un peu dense comme mot. Ben, moi, je peux te dire qu'à côtoyer des non-voyants très, très régulièrement, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Donc, ça va être important que si tu veux l'expliquer, que tu puisses le faire, parce que je sens qu'il y en a qui vont apprendre. Ben, c'est ça. Dans le fond, le e-text, c'est vraiment, comme je disais, c'est rendre une version accessible. C'est prendre un livre imprimé, qui est imprimé physique, c'est-à-dire papier, ou souvent PDF, bon, comme vous le savez, qui sont jamais accessibles malheureusement. Et puis ça, c'est simplement le transformer dans un format Word qui va pouvoir être lu par les plages tactiles et puis par les logiciels de reconnaissance vocale, les voix de synthèse JAWS. Et puis, dans le fond, c'est un petit peu un travail de transcription, correction, parce que souvent, aux étapes préliminaires, avant de faire du e-text, il y a plusieurs erreurs qui vont se retrouver dans le texte qu'il va falloir corriger par rapport à l'imprimé original. Donc aussi, il faut essayer d'aménager le texte de façon à ce que ce soit vraiment fluide pour la lecture. Les éléments qui sont visuels, évidemment, les tableaux, les figures, les photographies, ça c'est toujours plus problématique, donc il faut faire quand même... Il faut que vous les expliquiez, il faut que vous les décriviez. On fait une description narrative lorsque c'est pertinent de le faire. OK. Souvent, ça c'est un choc un petit peu que j'ai eu en tant que voyant. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de flafla visuels souvent, qui sont pas nécessaires à la compréhension du livre. Surtout nous ici, on fait quand même beaucoup de livres académiques. Puis c'est sûr qu'il ne s'agit pas de priver le non-voyant d'informations, au contraire, là, c'est tout le contraire de ce qu'on veut faire. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a des éléments qui font juste alourdir le texte et tout. Et puis dans ce temps-là, on essaie de les évacuer le plus facilement possible pour pas que... Dans le sens que visuellement, le texte est très beau, puis ça va servir à quelqu'un qui voit, mais quelqu'un qui voit pas, ça devient un peu comme de l'information superflue. Exactement. Il y a souvent des images de contexte aussi, des petites images juste pour bourrer le vide. C'est bête à dire comme ça, mais juste pour faire un attrait, attirer l'œil un petit peu, faire que c'est moins aride à lire pour le voyant. Mais ça, c'est sûr que pour les non-voyants, c'est pas de l'information pertinente dans un contexte académique. Là, donc, Mais ça demeure quand même, si on parle d'image, de photographie, ça demeure quand même une description qui va un peu selon la personne qui la décrit. Là. Exactement. Ça c'est un petit peu comparativement au braille. Je trouve que dans le e-text, la version accessible, il y a beaucoup de subjectifs. Ce qui fait que je pense qu'on fait du meilleur e-text en prenant beaucoup d'expérience parce que là, on comprend un peu plus comment les non-voyants consomment leur littérature. Ce qui est utile. Exactement. C'est sûr que d'avoir des non-voyants dans notre entourage, ça l'aide beaucoup. Là. Et toi, qu'est-ce que tu trouves... là, t'es venu chez Point par Point, ils t'ont fait la formation, remis le guide, tout ça, puis là, tu as commencé ça à faire chez toi? Exactement. Tu n'avais pas de contact avec personne, là. Tu étais dans ton petit chez-toi avec toi-même. Puis, exactement. Je recevais les contrats, j'avais un support quand même de Point par Point, là, OK. pour me guider un peu dans l'apprentissage e-text. Là. Mais j'avais un petit contrat une fois de temps en temps. Je pensais jamais vraiment que j'allais travailler à temps plein dans ce milieu-là. Et qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? Parce que j'imagine quand on a un beau texte, que c'est des paragraphes, puis tout ça, tu corriges, il n'y a pas grand-chose à faire, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au départ à faire du e-text? Ben, ça, comme je disais, je pense même au début, j'ai fait beaucoup de e-text sans nécessairement comprendre les aboutissants de la chose. Ce qui fait que je pense que je faisais un bon e-text quand même. Mais c'est un travail qui était assez lourd. Au début, je voyais plus ça comme de la transcription. Comme je l'ai pas auparavant, c'est-à-dire que reproduire l'imprimé original de façon la plus fidèle. Mais au fil du temps, on se rend compte que dans le e-text, je pense un petit peu moins le cas du braille, mais dans le e-text, on fait beaucoup d'adaptations aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de subjectif, comme on disait, où est-ce qu'on doit prendre des décisions et puis des fois évacuer certains éléments ou prendre plus de temps pour décrire un élément, parce que nous, de ce qu'on connaît des médias substituts et puis un peu du milieu académique, on peut se dire aussi, essayer de faire un petit traitement de l'information, disons. Mais là, si on parle de subjectivité, mais il y a des choses qui sont un peu moins subjectives. Comme là, si on parle d'un tableau, le tableau en e-text, vous faites ça comment? Ben, il y a plusieurs façons, en fait. Soit qu'on va le décortiquer, ce qui est une façon qui est un petit peu lourde des fois, c'est-à-dire qu'on va reprendre chaque colonne et chaque ligne, chaque élément de colonne et chaque ligne, pour avoir la donnée au bout.
Je sais pas si c'est clair. C'est un petit peu Dans le abstrait, fond, mais vous allez écrire, dans le fond, colonne 1, ça pourrait être, admettons, nom du pays, nom disons. du pays. Là, vous allez écrire nom du pays, quoi, 2 points, puis... Exactement, Canada. Mhm. Et puis après ça, disons, la deuxième colonne, ça serait langue parlée. Donc, langue parlée, 2 points. Français. Français, anglais, population, 30 millions. Donc, ça serait la première Quand ligne vous Canada. arrivez au bout de la première ligne, puis là, vous recommencez encore avec le nom du pays. Puis Exactement. Le c'est répété descriptif. à chaque fois les titres de colonnes. Exactement. OK. Donc, ça, c'est la manière la plus exhaustive. OK. Ce qui est ça, vraiment, il n'y a aucune information qui est manquée. Puis je pense que pour le non-voyant, c'est très simple de naviguer au travers de ça. Bon, il doit juste faire flèche vers le bas. Mais ça, je trouve que ça doit être très lourd à lire, je trouve, parce qu'il faut passer au travers de toute l'information des fois. Alors qu'on peut avoir juste besoin de l'information Exactement. d'une colonne. Exactement. Tu sais, si on vous dit, toi, c'est les pays d'Afrique qui t'intéressent, mais là, tu sais pas les pays d'Afrique qui vont se retrouver là. Donc là, tu dois regarder, OK, Canada. Là, tu passes à travers de toutes les lignes, c'est pas ça. Angola, lui m'intéresse, donc là, tu le prends. Puis... Ce qui fait que ça, je trouve que c'est une manière intéressante, mais ça peut être assez lourd. Et puis sinon, maintenant, je pense que les plages tactiles, et l'autre façon qu'on a de faire les tableaux, les plages tactiles et puis les voies de synthèse reconnaissent maintenant, il est possible de naviguer au travers même d'un tableau, comme un voyant le verrait, l'interpréterait. Là. Donc, ça, on fait juste reproduire intégralement le tableau dans Word. Et puis, après, c'est au non-voyant, de se promener dans les cellules de tableau pour trouver l'information qu'il veut. Ce qui m'apparaît a priori plus rapide. Mais ça, je présume que ça peut être des fois un petit peu plus mélangeant de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le tableau. Quand on n'a pas la vue d'ensemble du tableau. C'est sûr qu'il existe des moyens, des fois, de le savoir là, plus facilement, mais c'est que c'est pas comme tous les non-voyants qui sont au même stade technologique, puis avec la même aisance technologique non plus. Là. Ça, c'est un très bon point. Je pense qu'on voit beaucoup chez Point par Point, justement. À savoir qu'on a des clients académiques, ce que je présume être des jeunes étudiants qui sont plus au fait des avancées technologiques. Comparativement à des fois quand c'est le gouvernement, je pense qu'il y a peut-être des personnes plus âgées qui vont utiliser ces services-là. Et puis là, c'est là qu'on peut plus se demander, disons, si l'information se transmet bien. Là. Mais là, on parle, c'est super intéressant. Moi, je pense que tu as expliqué quand même assez clairement. Est-ce que tu vois d'autres difficultés dans le e-text, les images, les tableaux? Est-ce que c'est à peu près ça? Parce que sinon, c'est un fichier Word, donc qui s'envoie par courriel, qui se met sur une clé USB, Exactement. qui est facilement... Le e-text, je trouve, c'est très facile et très complexe en même temps. Le faire, la base, comprendre comment faire du e-text, c'est très simple. Mais c'est difficile à faire du très bon e-text, je pense. Il faut avoir quand même justement la connaissance un peu de l'utilisation que les non-voyants en font. Ce qui est un petit peu difficile des fois, même pour moi, là, ça va faire quand même plusieurs années que je fais du e-text. C'est sûr, chez Point par Point, on a quand même un contact avec des non-voyants, ce qui permet de s'informer un peu, mais je trouve souvent dans les médias substituts, il y a beaucoup de barrières entre nous et le client, l'utilisateur final du produit qu'on va faire. Ce que je trouve très dommage, parce que moi, j'aimerais savoir des commentaires souvent de ce que je fais, parce que même moi, je suis pas sûr, des fois, c'est sûr, on a des doutes, on arrange ça, on se dit, j'espère que l'étudiant va comprendre, mais au final, nous, on envoie ça à notre client qui va passer par un autre, et puis, en tout cas... Mais la majorité du temps, vous n'avez pas de comeback. C'est très, très rare. Ni positif. Ben, si c'est vraiment négatif, j'imagine que vous pouvez en avoir, mais si l'étudiant a compris ou s'il n'a pas compris et qu'il est allé demander à son professeur, ben vous le saurez probablement non, pas. malheureusement pas. OK. Ce qui fait que des fois, il y a le danger qu'on se stagne un petit peu, disons, dans la façon qu'on fait notre e-text. C'est sûr que sans feedback, des fois, on répète peut-être des erreurs sans le savoir. Là. Mais est-ce qu'à la base, tu te considères comme quelqu'un de très perfectionniste? Ben, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de perfectionnisme pour faire ce qu'on fait. Il faut dire aussi qu'on a quand même d'autres enjeux. Nous, c'est souvent, on travaille dans des délais très serrés, il faut dire. Donc, c'est sûr qu'être perfectionniste, ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait que je pense qu'il faut quand même savoir faire le juste milieu entre livrer un produit vraiment de haute qualité, mais dans les délais. Parce que moi, je considère personnellement, en tout cas, que les délais, c'est très important de respecter les délais. On oublie des fois qu'il y a un étudiant non-voyant au bout du compte. Quand je disais qu'il y a plusieurs étapes entre nous et le non-voyant, ça peut être facile d'oublier qu'il y a quelqu'un qui attend son livre pour faire son cours. Ou un examen. Mais exactement. Puis ayant été moi-même étudiant de longues années, je comprends que c'est déjà une marche de plus à faire, je présume, pour l'étudiant du non-voyant qui n'a pas accès à ses livres dès le départ. Donc ça, c'est injuste. Fait qu'en plus,
s'il les a pas dans des délais raisonnables, je trouve que c'est très... C'est que ça, t'as rapidement été sensibilisé à ça? Tu as pensé par toi-même, je veux dire? Oui, ça c'est Ouais. ça. De ma nature, j'ai été étudiant longtemps durant ma vie, là. Donc ça, je pense que je l'ai saisi assez vite que c'était important. Les délais étaient assez importants, les délais de livraison, là. Là, je sais pas si on peut se permettre d'en parler, mais on va en parler un petit peu tout en restant politiquement correct. Mhm. De toute façon, c'est ça qu'on fait depuis le début. Tu disais, bon, il y a beaucoup l'aspect pour les étudiants académiques et l'autre aspect, ce serait l'aspect gouvernemental. Exactement. OK. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, tu as différents paliers de gouvernement qui vont faire leurs documents en médias adaptés, en médias substituts. Exactement. C'est ça. C'est que là, c'est toi qui s'occupe de ça aussi. Ah oui, nous ici, on a un gros client gouvernemental qui passe des commandes, gros caractères, e-text, braille, DAISY et audio, principalement. Qui couvre l'ensemble du Canada, donc souvent quand un citoyen va faire la requête qui veut tel document en médias adaptés, ça va passer par cet organisme-là, puis après ça, c'est à nous que ça va aller pour compléter la requête. Et là, tantôt, tu disais qu'il y avait comme des murs qui séparaient un peu là, toi, les étudiants. Parce que les étudiants ne communiquent pas avec toi. Toi, c'est le responsable de l'école ou du collège ou de l'université qui communique avec toi? Exactement. Nous, en fait, on envoie directement aux étudiants. OK. Mais eux, c'est très rare qu'ils nous font des feedbacks. Et puis, on doit toujours mettre en copie, on doit toujours aviser les institutions, les services à la vie étudiante des différentes universités ou cégep qu'on doit les aviser qu'on contacte l'étudiant. Donc, il n'y a jamais un contact vraiment très direct à faire avec l'étudiant. Mais l'étudiant, est-ce qu'il pourrait communiquer avec toi pour te dire tel document, je ne veux pas aimer ça? C'est une très bonne question. Comme personne ne l'a jamais fait, moi j'ai toujours présumé peut-être ça devrait de passer Par leur... exactement, l'advisor, je ne sais pas comment on dit en français malheureusement. le responsable. Le responsable, exactement. Parce que je présume aussi que ça peut se mettre, si l'étudiant il y a des commentaires et tout, ça peut aussi toucher tranquillement des attentes contractuelles qu'on a avec les clients aussi. Donc je ne sais pas dans quelle mesure. OK, si mais l'étudiant même peut- si l'étudiant passait par son responsable, ça arrive quand même rarement. Pour être très franc, je pense que c'est jamais arrivé. E-text, là, de mémoire d'homme, je me souviens pas qu'on ait eu des commentaires tant négatifs que positifs. Là. OK. Ben, d'un sens, c'est dommage, comme tu disais tantôt, parce que Très. ça peut empêcher de s'améliorer et d'avancer dans... Si on revient au gouvernement, est-ce que c'est quoi la différence entre le scolaire puis le gouvernemental, si on peut dire? En fait, ben, le gouvernement, ils ont... Comment dire? Je pense c'est des fonctionnaires qui ont qui ont quand même à cœur ce qu'ils font. Ils reconnaissent ça quand même, ils reconnaissent vraiment comment dire, ils reconnaissent qu'il faut rendre accessible l'information indépendamment de la condition de la personne, de l'handicap. Mais je pense que souvent, ils connaissent pas nécessairement, ils savent pas c'est quoi les médias substituts. Ils ont une profonde incompréhension de ce que c'est. Un manque d'information? Oui, un manque d'information, ce qui fait que des fois, ça crée des situations un petit peu bizarres ici. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Puis c'est pas pour être méchant, c'est pas pour rire, là. C'est juste pour comme mettre en contexte un peu les genres le genre de demande que tu peux avoir versus l'incompréhension de la personne. Je dirais beaucoup le format DAISY. Oui. Que la plupart des gens, je présume, sont familiers avec. C'est-à-dire c'est une structure Oui, qui permet de naviguer dans le document. au travers d'un fichier audio. Par page, par... Exactement. Puis ça, je sais pas pourquoi ça a un beau nom, je présume. Daisy, ça fait comme tu sais, les fleurs, je pense en anglais, Daisy. Oui, je les sais pas si marguerites. ça l'accroche, exactement. Ça l'accroche beaucoup les gens parce que tous les clients gouvernementaux en commandent, mais ils savent pas c'est quoi. Donc souvent, ils nous demandent de faire des structures Daisy de documents d'une page et demie, Alors, avec 2-3 paragraphes. Il n'y a rien à naviguer là-dedans. Exactement. C'est comme faire une table des matières d'un document d'une page, c'est ridicule un petit peu. Tu me demandais une question, une anecdote un peu drôle, justement, la semaine passée. La cliente m'a appelé parce qu'un de ses clients, à elle, avait commandé une quantité assez importante de documents Daisy. Puis quand elle l'a contacté pour confirmer avec lui la commande, il dit « Ah, mais non, je savais pas c'était quoi. »
Du Daisy, c'était le fun, ça m'apparaissait. J'avais le goût d'essayer ça. Fait qu'il a expliqué c'était quoi, puis à partir de là, bon, évidemment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ça nécessairement. C'est que la personne a vraiment passé une commande parce que c'était un format qui était proposé. Il était intrigué. Il était intrigué, c'était quoi, et puis voilà. Ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est des coûts. C'est des coûts quand même considérables. C'est des coûts considérables qui sont assumés par l'ensemble de la société, là, justement. Mais c'est ça, faut quand même. Je pense qu'il faut être responsable aussi quand on commande ce type de documentation-là. Et puis quand on les voit commander un peu à l'aveuglette, ça va pas faire de mauvais jeu de mots. C'est. On se pose des questions des fois, mais on finit toujours par se comprendre. Et puis... Mais moi, ce que je comprends, là, c'est que l'entrevue, moi, je trouve que tu nous expliques vraiment super bien. Là. Mais on en saute malheureusement des bouts, mais c'est de ma faute. Mais là, moi, je veux savoir comment tu es finalement arrivé à travailler dans les locaux de Point par Point. Ça, j'ai passé une période un petit peu plus difficile à la fin de mes études. J'ai été longtemps en recherche d'emploi quand même. Ne voulant pas nécessairement travailler en milieu communautaire, ça m'a barré certaines portes, c'est sûr, mais c'est difficile. Le milieu de l'emploi, je pense, en général, est très difficile pour tout le monde. Moi-même, ayant eu des études quand même assez générales, pas super bien ciblées, ça a peut-être été mon erreur, j'ai pas nécessairement pris de spécialisation concrète, donc je me suis retrouvé un peu dans un flou professionnel, disons, à savoir où est-ce que je pourrais me caser. Donc là, j'ai envoyé des CV un peu partout. J'étais rendu à appliquer à des jobs de service à la clientèle, des trucs comme ça, qui n'y a rien de mal là-dedans, bien sûr. Là. Mais c'était pas nécessairement ce que je voulais faire de ma vie après une maîtrise et tout. Là. Et tu en as fait quand même un peu du service à la clientèle? Oui, j'en ai fait beaucoup. T'en as fait beaucoup? J'en ai fait beaucoup. Ce qui est très difficile. C'est très difficile, le service à la clientèle. On se rend pas compte à quel point c'est... Il faut beaucoup d'énergie pour être souriant, pour être avenant avec les clients. Mais tu as fait du service à la clientèle en personne ou au téléphone? Les deux. Les deux, hein? Les deux. Parce que je trouve ça important qu'on en parle parce que dans une entrevue qu'on a eue avec M. Fernand Boucher, on parlait de ça, qu'il y avait eu une formation donnée pour les non-voyants pour faire du téléservice, là, du service à la clientèle téléphonique. Et là, Alexandre est en train de nous dire que c'est quand même pas hyper facile quand on voit aussi, là, parce qu'il y a encore une fois l'aspect technologie puis adaptation là, quand on voit pas. Là. Mais je trouvais ça intéressant quand même qu'il y ait un voyant qui vienne nous dire que c'est pas parce qu'on voit que c'est nécessairement si facile. Non, absolument pas. Moi, je nommerai pas la compagnie, non. Mais la compagnie pour laquelle je travaillais avait un système informatique très archaïque. Et puis même avec deux bons yeux, c'était vraiment très difficile de se retrouver là-dedans. Et puis c'est sûr, bon, quand on travaille avec avec l'être humain, des fois on tombe sur des drôles de numéros, disons ça comme ça. Puis c'est ça qui est plate un peu sur le service à la clientèle, c'est que tu peux avoir 10 bonnes interactions, bons clients, qui te font plaisir, mais si le 11e n'est pas bon, des fois c'est ça qui ruine ta journée. Là. Pas vrai? Oui, donc, le soir, c'est ceux-là qu'on se souvient. Exactement, malheureusement, on oublie les 10 bons. Ça que t'as eu plusieurs expériences de travail, dans le fond, pour, comme on dit, mettre du beurre sur ton pain. Oui, exactement. OK. Et là, finalement, je dis finalement. Jusqu'à maintenant, tout le monde. C'est comme si je voulais écourter, mais c'est pas ça du tout. Mais bon, OK. Tu as eu une période difficile, tu t'es rendu compte que tes études, c'était un peu général, donc ça t'ouvrait pas nécessairement des portes auxquelles tu... en tout cas, les portes que tu pensais ou que tu voulais. Exactement. Et là, bon, tu avais quand même un pied dans la porte chez Point par Point. Exactement. Et là, à un moment donné, c'est offert une opportunité. Exactement. Encore là, c'est un petit peu flou à savoir ce que je ferais. Moi j'ai commencé ici comme commis de bureau. En fait, présentement, je suis le coordonnateur du département ITEX. Mais au départ, il était question que Point par Point avait besoin de quelqu'un pour faire un petit peu de reliure. Ça restait flou quand même. Je donnais un petit coup de main à droite et à gauche, mon bureau de poste et tout, à aider les différents départements, je pense, à arriver. Et puis c'est comme ça que j'ai mis mon pied à terre. Et puis de fil en aiguille, les circonstances ont fait que... Et puis une anecdote que j'aimerais qu'on raconte. Je sais pas si Alexandre veut le raconter, mais...
du temps qu'il était commis et qu'il m'aidait. Tu te souviens un peu de ce que je veux raconter? Je suis pas sûr. Les étiquettes, là. Ça, je te laisse la compter parce que c'est l'histoire préférée à Martin. Je pense qu'il l'a. Ben, c'est parce que Alexandre était quand même relativement nouveau. Ça faisait quoi? Quelques jours, je pense. Quelques jours, je pense. Puis il y avait des étiquettes, il y avait des pages. Nous, on imprime les étiquettes sur des feuilles, puis on coupe les étiquettes après sur des feuilles autocollantes. Et puis, il y avait plusieurs feuilles qui traînaient là. Ça faisait peut-être 6 mois, puis qu'on ne jetait pas. Puis, à un moment donné, je demande à Alex de m'aider à couper de couper les étiquettes. Et puis, il dit, ah, il y en a beaucoup. Puis là, j'étais là. Il est drôle parce que, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est comme. Bon, tu sais, il y en a peut-être je sais pas, une dizaine. Mais c'est qu'il avait tout pris les pages qui traînaient là. Puis là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Ça qu'il les a toutes coupées, il les a toutes collées sur les plastiques. Jusqu'à temps qu'il me remette la pile de plastique dans les mains. Puis j'étais là, voyons que c'est ça, tout ça. Puis que là, je me rends compte que il avait tout pris, là. Tout ce qu'il avait à couper, il l'avait coupé. Puis Je sens que je vais l'entendre encore souvent, cette histoire-là. C'est une des préférées de Martin. c'est une des préférées. J'aime ça agacer. Mais par contre, je vais le dire à micro ouvert, non seulement t'es tombé quand même dans un bon moment, il y avait comme un poste là, qui se Oui, libérait. absolument. Puis tu étais, je pense, tout qualifié pour le prendre, là. Mais tu t'es très bien intégré, très bien débrouillé, malgré ton côté introverti. Que j'essaye de lui faire changer aussi un peu. Il faut pas faire changer les introvertis. Il faut les accepter comme ils sont. Et là, ben, c'est ça. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ton arrivée à point par point? Maintenant, tu fais quoi, 40 heures semaine, 5 jours semaine? Exactement. Je suis Et tu voyages de Tétroville à Longueuil. Oui. Ça, je tiens quand même aussi à en parler parce que des fois, on se dit, ah, ben les non-voyants, des fois, il faut accepter des emplois que ça fait long de transport, mais Alexandre le fait quand même si là, c'est 2 yeux. Mais tu lis, Exactement. Moi, je suis un gros fan de lecture et puis des fois, la lecture, je trouve que c'est une activité qui est tellement facile de repousser à plus tard parce que ça demande quand même un effort intellectuel. Alors là, t'es obligé, t'es dans l'autobus, t'as rien d'autre à faire, donc ça te permet de lire des bons romans, des bons ouvrages, puis ça permet de voyager de plusieurs façons dans le transport, disons. Écoute, on va faire une pause, Alexandre, mais après la pause, moi, je sais déjà de quoi je veux parler pour conclure. Mais tantôt, je te demandais si tu avais eu comme une perception des non-voyants avant d'avoir connaissance de l'existence des médias adaptés. Après la pause, je vais te demander, maintenant, c'est quoi ta perception? Ça qu'on fait une petite pause, on fait les petites nouvelles, puis on revient avec notre invité qui est Alexandre Fulvy. Bienvenue à la section Petites annonces et Petites nouvelles. Cette semaine, j'ai 2 nouvelles d'ailleurs à vous annoncer. La première concerne directement le projet Connaissez-vous. Pour ceux et celles qui auraient un peu plus de difficultés à nous trouver via Internet, je vous annonce que mon site web est maintenant en ligne à l'adresse suivante www.martinchouinard.com. Donc, Martin Chouinard écrit au long, pas de point, pas de trait d'union, pas de barre de soulignement. www.martinchouinard.com. Et toutes les émissions depuis le début de mars sont là. Et chaque nouvelle émission sera disponible à minuit dans la nuit du jeudi au vendredi. À partir de ce site-là, vous pouvez aussi nous écrire et vous inscrire à la liste de diffusion. C'est l'infolettre qui va vous envoyer un lien chaque fois qu'une nouvelle émission sera disponible. Alors j'espère que c'est une aussi bonne nouvelle pour vous que pour moi. La deuxième nouvelle, ça concerne le YMCA du complexe Guy Favreau à Montréal qui avait annoncé sa fermeture le 31 mai 2017. Et bien, suite à toutes sortes des pétitions et des moyens de pression, le
le YMCA sera ouvert pour une autre année supplémentaire, c'est-à-dire au moins jusqu'au 31 mai 2018. Je vous parle de ça parce que le complexe Guy Favreau, c'est là que se tenaient les cours d'aquaforme qui étaient organisés par la SAM depuis de nombreuses années. Donc, pour la prochaine année, les cours d'aquaforme auront toujours lieu. Maintenant, je vous parle de l'émission numéro 6 qui sera en ondes à partir du 7 avril 2017. Mon invité est Jérôme Plante, que plusieurs personnes connaissent déjà, mais le connaissez-vous si bien? Moi, j'ai eu une bonne discussion avec lui, puis, entre autres choses, je lui ai demandé de nous parler de son parcours à l'école Jacques Ouellette, et voici ce qu'il avait à nous raconter. Mon parcours à Jacques Ouellette, je peux même te dire avec le recul que, surtout au primaire, j'ai été intimidé un peu. Intimidé par d'autres? Ah oui. Oui. Je peux te dire, rien de super grave Non. par rapport à ce que peut-être d'autres ont vécu, mais se faire traiter de nom, se faire insulter, se faire... Tu sais, oui, ça m'est arrivé. 5e, 6e année surtout, parce que j'étais quelqu'un qui était plus renfermé que les autres, qui était moins sociable, qui était plus isolé, qui... Tu sais, moi, quand je rentrais à la maison, je lisais, puis je jouais du piano, je faisais mes travaux scolaires, puis j'étais bon à l'école, puis même peut-être j'étais peut-être trop bolé pour certains qui me considéraient comme le chouchou des profs. Ouais, ok. Qui était, tu vois le style. Ouais, puis, ouais. Alors, si vous voulez connaître les autres péripéties et les autres périples de Jérôme Plante, il sera notre invité la semaine prochaine à partir du 7 avril sur les différentes plateformes. Là, ça, c'est toujours valide. YouTube, SoundCloud. Il y a toujours possibilité de vous inscrire à la page Facebook qui s'appelle Connaissez-vous. Et bien sûr, la nouveauté de la semaine, www.martinchouinard.com. De retour maintenant avec notre invité de cette semaine. On est de retour avec notre invité qui est Alexandre Fulvy. Et avant la pause, je lui demandais maintenant c'était quoi sa perception des non-voyants. Est-ce que c'est un avis bien personnel, mais j'imagine que maintenant tu as eu l'occasion d'en croiser un peu plus. Effectivement. En fait, je veux pas être... mon Dieu, je veux pas être à colère et tout, mais j'ai beaucoup d'admiration, honnêtement, pour les non-voyants. Je trouve qu'ils ont des défis quotidiens à surmonter, assez importants au jour le jour. Ce qui fait, nous, des fois, bon, en tant que voyants, les voyants, on s'invente des petits problèmes des fois, puis après ça, on se dit, mon Dieu, on l'a tellement facile. C'est sûr aussi, j'ai été étonné à quel point les non-voyants d'aujourd'hui sont beaucoup ouverts sur le monde. Je pense que la technologie a quand même beaucoup aidé à ça. Mais au-delà de la technologie, à tout le moins les non-voyants que j'ai côtoyés un peu plus personnellement, sont beaucoup engagés dans leur communauté. Ils n'ont pas peur de sortir, de faire des activités, de rencontrer des gens. Puis je dis ça parce que moi, personnellement, avoir un handicap comme la non-voyance, je pense que ça me bloquerait beaucoup. C'est quelque chose qui... je pense que c'est facile de se trancher un peu sur soi-même dans des cas comme ça, plus rester à la maison, devenir craintif et tout. Donc moi, je n'ai que de l'admiration pour les gens que j'ai côtoyés, puis je vois à quel point ils sont actifs dans leur vie, qui ont des projets comme celui-ci présentement. On pourrait, Martin, connaissez-vous quand même, on s'arrête pas à ça, on continue, on fait des projets, on fait des activités, donc... C'est super parce que le projet, c'est d'aller chercher des gens qui peut-être leur manque un petit coup de pouce, des fois que ça leur prend des exemples, que ça leur prend des anecdotes, que ça leur prend... puis si ça peut donner un boost à ceux qui le font déjà, ben c'est aussi déjà ça de prix. Le dernier point que je voulais parler, parce que le temps file quand même, hein, au début, Alexandre, il me dit « peut-être que l'entrevue sera pas bien longue. » Finalement, je savais que j'allais le faire jaser. Toi, t'aimes ça, faire des voyages, hein, je pense? Je développe tranquillement. Tranquillement, je développe le goût du voyage. Parce que j'ai su, entre les branches, que tu avais fait un petit voyage avec un non-voyant récemment. Oui, effectivement. Tu veux nous en parler? C'était où? C'était à New York. Avec quelqu'un avec qui je travaille, je sais pas parfois.
Ah, j'ai aucune idée c'est qui. Donc voilà, on a fait un tour organisé de 3 jours en autobus à New York. C'était vraiment très plaisant. Et ça n'a pas été trop difficile pour toi d'être comme les yeux de cette personne-là? Absolument pas. Absolument pas, je pense. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc c'est ça. J'en avais discuté avec lui d'ailleurs au départ. Là. J'étais pas là en tant qu'accompagnateur et tout. Là. C'était vraiment un voyage que ça me tentait de faire. Et puis lui aussi, visiblement. Là. Donc on y était ensemble. Ça n'a pas vraiment nécessairement mis de barrière. C'est sûr, je pense que c'est peut-être pas toujours adapté pour les non-voyants, les tours organisés. Il y a beaucoup de sightseeing, je sais pas comment on dit en français, mais admirer le paysage, disons, et tout. Bon, dans l'autobus, tournez-vous à votre gauche pour admirer tel bâtiment, à votre droite pour admirer tel... Donc ça, il y a peut-être eu de certaines longueurs pour mon ami, mais... Je pense que tu t'inquiètes plus pour l'ami qui a manqué probablement beaucoup de choses, surtout visuelles, surtout à New York, c'est immense, c'est démesuré, même, je dirais, que toi, peut-être que ce que ça t'a comme demandé de plus. Là, peut-être que les gens se demandent c'est qui. Je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Puis en terminant, je vais te laisser raconter, pour te venger, là, l'anecdote de ce qui s'est passé le samedi soir. Mon Dieu, laquelle? Il y en a tellement le... Ah, ouais, ben, disons que celle de l'après-midi, j'en étais pas vraiment responsable, là. Mais celle du soir, mettons. Oui, ben c'est Martin, en fait, on était dans la chambre d'hôtel. En fin de journée, on était un petit peu fatigués quand même. On fait des grosses journées C'était beaucoup de marche, là. Ce qui fait qu'on entendait un petit bruit un petit peu bizarre dans le couloir. On se demandait c'était quoi. C'était pas très clair. Puis après ça, on a compris que c'était une sirène d'alarme. En fait, c'est une petite voix douce. Ça, c'était pas très bien fait parce que c'était vraiment pas fort, disons. Là. C'était vraiment une petite voix qui nous disait de quitter tranquillement les lieux. Comme c'est une alarme d'incendie, en fait. En utilisant les escaliers. Exactement. Et on était au 10e étage. Et puis Martin aime beaucoup les alarmes. Donc il y a eu un petit moment de peur. Et puis là, après ça, il fallait descendre les 10 étages au complet, je crois. Toutes les marches pour se rentrer au rez-de-chaussée. Pour finalement se faire dire que c'était une fausse alarme. Il y avait un petit peu de fumée. Je pense qu'on n'a jamais su exactement c'était quoi la nature de... On ne disait pas que c'était dans la salle de réception. Ouais, là, je pense qu'il y avait un petit peu de nature. Sûrement quelqu'un qui avait trop fêté. Qui avait mis qui avait allumé quelque chose trop près du... Exactement. Donc, ils nous ont fait une bonne frousse pour rien. Dans le fond, on est remonté tranquillement par la suite dans la chambre d'hôtel. Je peux dire que j'ai tenu le bras d'Alexandre très, 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 très serré dans l'escalier. Je confirme. En descendant. Puis quand il a été question de remonter, parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait remonter, mais l'alarme sonnait encore, j'ai dit à Alex, on attend que l'alarme s'arrête. Que d'aventure. Mais ça a été un beau voyage pour moi aussi. Puis j'ai pas eu l'impression de manquer tant de détails que ça. Ben, je veux dire, j'ai rien manqué nécessairement de plus que... Non, puis on avait un bon guide quand même. Oui. Là, je crois que il donnait des anecdotes et des beaucoup d'informations quand même. Là. Exactement. Donc, juste pour l'information qu'on a eue dans l'autobus, puis ailleurs, là, ça valait le coup, ça valait le déplacement. Oh, entièrement. Alexandre, je te remercie beaucoup. Ça a été, à mon avis, très instructif. Tu nous as amené une vision, encore là pour faire un jeu de mots, qui était très intéressante. Et c'est ce que je veux aller chercher quand je vais inviter des gens qui sont pas non-voyants. C'est d'aller voir un peu leur perception, c'est de voir un peu que la vie nécessairement, elle a ses embûches, hein, peu importe qu'on ait nos yeux, ou qu'on ait nos jambes, ou qu'on ait nos oreilles, peu importe. Hein, la vie a des embûches pour tout le monde. C'est qu'Alexandre, merci beaucoup. Au plaisir. Puis nous, on poursuit notre travail de transcription et en tout cas de médias adaptés. Puis à tous les auditeurs, je vous souhaite une belle semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Me connaissez.